Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors, vu l'actualité, vous avez vu qu'il y a les grèves avec les agriculteurs, et puis on parle du Parti libéral ici, enfin, bref, on met les valeurs libérales à toutes les sauces, mais en fait, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas du tout ce que c'est la pensée libérale. Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, Pierre Garello, donc puisqu'on reçoit Jacques Garello aujourd'hui, qui est le père de Pierre Garello, qu'on a reçu ici dans notre émission, vient de sortir le numéro le journal des Libertés, le numéro de l'hiver 2023, mais il a aussi, surtout, lancé l'école du libéralisme à partir du samedi 27 janvier. Donc il y aura une conférence chaque mois jusqu'au mois de juin. Et l'objectif, c'est de faire connaître aux jeunes étudiants et aux professionnels les principes de la pensée libérale classique qui ont conduit au développement économique et social de l'Occident. Alors, l'école est organisée en 6 séances, donc je vous invite en ligne à aller voir le site de l'IREF. Donc il y aura Pierre Garello, donc Renaud Filleul et François Faccini, et bien sûr Nicolas Lecossin, qu'on a reçu ici aussi. Mais aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une personnalité très importante du courant classique libéral, tendance aussi un peu libertarienne, où on va en parler justement, la différence entre eux. Alors justement, non, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole, parce que j'ai vu effectivement que vous avez fait la différence. Aujourd'hui, je vous accueille. Bonjour, monsieur Jacques Garello. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes né en 1934, vous êtes licencié en droit et docteur et sciences en économie en 1964, et vous avez été agrégé en 1966. Et j'ai demandé conseil à Guy Miller, qui vous connaît bien, et pour lui, vous êtes celui qui a défendu et propagé les idées classiques libérales avec constance et opiniâtreté pendant plusieurs décennies. On ne parle pas seulement de quelques années, messieurs, dames. Donc vous avez été professeur à partir de 1968 à l'université d'Aix-Marseille 3. Et vous avez été donc un grand professeur d'économie qui a ouvert des milliers d'étudiants à l'esprit de la liberté. On va voir justement, on va creuser. Alors, vous avez fondé le groupe libéral des nouveaux économistes en 1977. Vous avez dirigé brillamment l'ALEP. Alors l'ALEP, pour ceux qui connaissent un peu Paris et le monde économique, il est maintenant président d'honneur de l'Association pour la liberté économique et le progrès social, qui se trouve donc à Paris, Champs-Élysées. Alors, Je j'ai ne suis encore pas du quelques tout mots. président d'honneur, je suis Comment? président. Je suis président, je ne suis pas président d'honneur. Ah, pardon, j'ai vu ça sur... En tout cas, après, vous êtes toujours président, parfait. Quand Parce j'ai que... écrit le livre que je vous ai envoyé, j'étais en effet président d'honneur et c'était Pascal Salin qui était président. Mais Pascal a eu des ennuis de santé et c'est donc, j'ai repris le flambeau. J'ai donc 34 ans, plus maintenant 2 ans de présidence à l'ALEPS. Ah d'accord, ouais, bah ça oui, ok. Oui, parce que c'était marqué 1981-2014, donc vous avez repris le flambeau. Ok. Oui, D'accord. Alors, vous inquiétez pas, on va arriver à la fin parce que vous avez quand même une. C'est important de vous présenter comme il faut à nos auditeurs, on va dire, ou téléspectateurs. Vous avez organisé et fait vivre l'université d'été de la nouvelle économie pendant des années à Aix-en-Provence, même l'été dernier d'ailleurs. Hein. Vous participez aussi aux activités du centre Frédéric Bastiat. Vous avez invité les plus grands économistes du monde entier et de 1971 à 1986, vous avez dirigé un institut de formation économique en entreprise, l'Institut pédagogique de formation permanente IPSOT. Et en 1989, vous fondez l'Institut for Economic Study Europe. Est-ce que c'est l'IREF que vous avez créé? pas du tout. C'était une filiale d'IHS, Institute for Human Studies. Ok, parce que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche économique et fiscale. Donc là, c'est Oui, bah, l'IREF. l'IREF a été créé en 2002. Parce qu'en ce moment, c'est Nicolas Lecossin qui est directeur, mais vous êtes membre du conseil d'administration. Oui, l'IREF a été au départ parrainé par l'ALEPS. Et les premières D'accord. manifestations de l'IREF ont été présentées et financées par l'ALEPS. Voilà. Et puis Alors, après, hmm, il y a eu d'autres moyens à la disposition de l'IREF. C'est moi qui ai demandé aux personnes qui géraient l'IREF à l'époque de prendre Nicolas Lecossin
c'est-à-dire Bogdan Kalinescu, comme directeur. Et donc Bogdan est à la tête de est à la direction de l'IREF depuis, depuis maintenant 2004 ou 2005, à peu près. Alors, vous êtes membre de l'Association des économistes catholiques de France, la Philadelphia Society et de la Société du Mont Pèlerin. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui, bien sûr. Alors, peut-être pourriez-vous expliquer c'est quoi disons, la démarche de cette association ou de ces deux associations? Bon, l'association des économistes catholiques est de création très récente. C'est à peu près une dizaine d'années. Elle a été fondée euh, par Jean-Yves Naudet, qui était professeur à la faculté d'Aix, qui est l'un de mes disciples, dirons-nous, et c'est lui qui a porté cette association à bout de bras, puis il a été victime d'un trouble de la vue, ce qu'on appelle la DLMA, et il a abandonné. Elle est à l'heure actuelle dirigée par l'ancien directeur de, des marchés financiers, qui est Pierre Delozin. Voilà. Pierre Delozin, qui est un homme remarquable, qui a dirigé donc l'AMF, l'Association des marchés financiers, pendant plusieurs années à la Bourse de Paris. D'accord. Ça, Alors, c'est vous avez fait... l'AEC. Ça, c'est l'AEC. Et évidemment, nous relevons le défi, être libéral et catholique en même temps. Tout à fait. Bah, c'est mon cas. C'est mon cas. Ouais. Je suis pour ça que ça m'intéresse parce que je suis catholique et classique libéral. Ouais. C'est parfait. Notez, le président du Parti communiste français est également catholique. Alors, Ah ça, ouais. Ouais, ça, c'est pas une référence. Ouais. C'est ça que vous voulez dire. Bon, enfin, disons, je suis catholique laïque, on va dire ça, comme ça. mais lui, c'est un Bah, catholique de progrès, alors que nous, on n'est que des catholiques conservateurs. voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, vous avez fait connaître, et ça c'est important, et redécouvrir en France de nombreux auteurs libéraux. Et c'est en fait, on va découvrir avec vous, ou redécouvrir pour certains, la tradition francophone, et française en particulier, de la pensée classique libérale. Alors, un des auteurs majeurs, c'est Von Mises, mais aussi Frédéric Hayek. Alors, j'ai la chance d'avoir le livre que vous avez traduit avec d'autres. Mais enfin, vous avez été le principal acteur. C'est La Constitution de la liberté de Frédéric Hayek, traduit de l'anglais par... Est-ce qu'on peut pas vite revenir sur la deuxième association que vous avez évoquée, c'est-à-dire la Mon Société du pèlerin. Mont Oui, oui, bien Pèlerin? sûr. Bon, la Société du Mont Pèlerin a été créée en 1947 en Suisse. C'est là qu'est le Mont Pèlerin d'ailleurs. Ils ne savaient pas comment l'appeler. Les uns voulaient l'appeler Tocqueville, les autres voulaient l'appeler Adam Smith. Et puis Friedman a demandé, mais où est-ce que nous sommes ici? Eh bien, nous sommes au Mont Pèlerin. Ben, la société s'appellera la Société du Mont Pèlerin. Il y avait 42 personnes présentes et tout de suite, d'autres personnes ont rejoint la société, dont en particulier Jacques Rueff et Daniel Villet, qui pour moi ont été non seulement des amis, mais aussi des maîtres que j'ai beaucoup appréciés. Alors, donc, vous avez fait connaître Von Mises, mais surtout Frédéric Hayek et Frédéric Bastiat. Alors, Frédéric Hayek, donc, je reviens sur le livre que j'ai dans les mains, La Constitution de la liberté. Ça fait des années que je l'ai précieusement. C'est comme un trésor. Parce que, en fait, c'est une traduction. On avait très peu de traductions en français. Et c'est vous qui avez été, disons, Je l'ai réécrit parce que mon ami Raoul Audouin, qui avait beaucoup traduit, et c'est lui qui a fait quand même connaître en France la plupart des travaux de libéraux américains, comme Mises. Il était intime de Mises et de sa femme. Il se connaissait très bien. Et il a traduit beaucoup d'œuvres de Mises, mais aussi de gens un peu moins libéraux comme Nozick. Mais il a traduit Hayek. Et alors, évidemment, j'ai dû réécrire parce que, par exemple, dès les premières pages, quand Hayek définit la liberté, il la définit comme l'absence de coercition. Et alors,
mon ami Audouin avait traduit l'absence de contrainte. Alors la contrainte et la coercition, c'est évidemment pas la même chose. Alors du coup, j'ai tout réécrit, ce qui fait que c'est assez lisible pour quelqu'un qui connaît la langue française. Tout à fait, oui. Oui, oui. Voilà. Puis c'est de l'envergure de Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis. Là. C'est vraiment, je trouve, que c'est un livre majeur. Oui. Et Frédéric Bastiat. Alors Frédéric Bastiat, parce que vous étiez aussi, non seulement vous êtes un intellectuel, mais vous avez été aussi éditeur. Alors je ne peux pas montrer tous les livres que vous avez édités, mais on va parler de vos livres, ceux que vous avez écrits. Donc là, il y en a un qui est Aimez-vous Bastiat, qui est un ouvrage collectif dans lequel il y a à peu près une vingtaine d'auteurs. Alors je peux les citer rapidement. Il y a Bertrand Le Ménissier qui est malheureusement décédé, mais il y a Guy Millère, Alain Madelin, Jacques Garlot, Pierre Garlot, votre fils. Enfin, il y a quelques personnalités. Jean-Pierre Santi, oui. Ça a été rédigé à l'occasion de l'université d'été de 2001, quand nous avons fêté le bicentenaire de la naissance de Bastiat. Il y a eu une université entière sur la pensée de Bastiat, et ce livre, Aimez-vous Bastiat, a été créé à partir des conférences prononcées par différents auteurs, aussi bien étrangers que français, sur Bastiat. Voilà. Vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus parce que comme j'ai épluché les 3 derniers livres que vous avez publiés là, enfin les 2 derniers en tout cas. Bon, je vais finir ma présentation. Donc, vous êtes un peu comme, c'est marrant, je vous ai comparé à Ronald Reagan qui avait une chronique à radio, et vous-même, vous avez été jusqu'à Radio Courtoisie de 93 à 2015. Vous avez donc animé le libre journal des économistes sur Radio Courtoisie. Et bon, malheureusement, vous avez dû arrêter. Mais en 2001, vous avez rejoint l'équipe de campagne de démocratie libérale pour préparer la candidature d'Alain Madelin. Alors, on va revenir aussi là-dessus parce que moi, là aussi, j'ai le livre Aux sources du modèle libéral français sous la direction d'Alain Madelin aux éditions Perrin que je m'étais procuré à l'époque. Oui. Je vais revenir. Je finis la présentation. Donc vous avez eu le prix Yves Rocher, le prix Renaissance de l'économie, Grand prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le prix Zélie Marimo. Et vous avez la Légion of Liberty en 1997 et 2004. Vous êtes docteur honoris causa. Alors là, je n'ai pas compris le nom de l'université, Francisco Marocain. Francisco Maroquin, c'est l'université de Guatemala City. Ah, de Guatemala. Ok, super. Oui, Okay. et c'est une université dont j'ai pris la suite d'un certain nombre de lauréats, et il y a quelques prix Nobel. Hein. Francisco Maroquin est une université extraordinaire. C'est en pleine verdure, on dirait presque en pleine jungle. À l'époque, c'est-à-dire il y a pratiquement maintenant 20 ans, chaque étudiant avait son ordinateur, et c'était les plus grands professeurs du monde qui venaient ici. Ça a été créé par Manuel Arroyo, qui a été l'un des membres fondateurs de la Société du Mont Pèlerin. Voilà. Et le Guatemala est un pays extraordinaire. Et l'université Francisco Maroquin est la première université latino-américaine qui formait de véritables intellectuels libéraux. Pas seulement des économistes, des historiens, des philosophes, etc. Maroquin, voilà, Université Francisco Maroquin. Est-ce que c'était de la même trempe que l'école de Chicago, ce qu'on appelait les boys de Chicago un peu? Non, c'était différent. Les Chicago Boys, qui ont opéré au Chili et qui sont venus à Aix très souvent à l'université d'été, étaient en effet des étudiants de Milton Friedman à Chicago. Oui. Mais ça... Vous avez publié plusieurs ouvrages, donc malheureusement on ne peut pas parler de tous là, mais je vais en citer quelques-uns. Mais en même temps, montrer que dès 1966, parce qu'on a vu par rapport à vos études, vous devenez agrégé et professeur, on va dire à partir de 1966-68, mais dès en fait les premiers écrits, vous êtes dans le militantisme pour défendre cette cause. Alors c'était un peu la question, parce que le premier c'était l'idée pour un manifeste libéral en 1974, préface de Jacques Rueff, justement. Alors Jacques Rueff, justement, c'est aux sources du modèle libéral français. Passe-moi le Liberté économique, là. Le petit livre bleu.
Voilà, je vais vous le montrer, oui. Il est préfacé par Jacques Rueff. Elle va le trouver, voilà. Ben, le tout petit bleu. Bon, écoutez. Bon. Je vais continuer la Allons-y, présentation. allons-y. Oui, oui, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Alors, le contenu de la courbe keynésienne, donc d'offre globale, donc à QJAS Ça, en c'est ma, 1960. ça, c'est ma thèse. Ça, c'est votre thèse, d'accord. Alors, alors, on peut peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui vous a fait intéresser à Keynes? Bon, on le sait pourquoi, parce que c'est la logique des grands travaux, l'intervention de l'État. J'imagine que pour vous, c'était, disons, le symbole à abattre. Oui, c'est-à-dire que j'avais fait j'ai fait en fait deux thèses. L'une avec Alain Barrière, qui avait écrit euh, Théorie économique et impulsion keynésienne. C'est l'homme qui a fait connaître, avec Péréga, euh, Keynes au public et aux étudiants français. Euh, et c'est intéressant parce que un des thèmes de Barrère, c'était finalement Keynes n'avait aucun souci théorique. Ce qu'il voulait, c'est arriver à la conclusion, les dépenses de l'État sont indispensables à la suppression des cycles économiques. Et il a appelé cela le finalisme keynésien. Alors à l'époque, il était beaucoup question de développement du tiers-monde. Ça s'appelait le tiers-monde. Et il y avait des auteurs, dont en particulier Myrdal, qui va avoir la particularité de partager le prix Nobel avec Hayek. Donc Myrdal écrit planifier pour développer. C'est-à-dire qu'il est certain que la mode économique, qui était keynésienne, consistait à dire eh ben, il faut faire pour les pays sous-développés, pour les pays du tiers-monde, la même chose que dans les économies développées quand elles sont en crise. Il faut planifier, il faut multiplier les dépenses publiques et ainsi de suite. Alors, j'ai fait une première thèse euh, qui s'appelait Développement économique et impulsion keynésienne. Alors, j'avais commencé avec Barrère, et puis je me suis aperçu que, en lisant de près Keynes, ce que les gens n'ont pas fait, donc on peut dire que 90% des économistes qui parlaient de Keynes n'avaient pas lu, au moins dans le détail, la théorie générale. Moi, je l'ai lu, et comme c'est évident, la théorie générale est pleine de contradictions. Le concept de fonction de production n'est pas le même au chapitre 2, au chapitre 5 et au chapitre 7. Keynes, d'ailleurs, s'en est expliqué à un ami portugais. Il a dit: Oh, moi, je ne me rappelais pas ce que je racontais dans les différents chapitres, parce que je portais mes chapitres les uns après les autres chez l'imprimeur. Donc, en réalité, c'est la théorie générale n'a aucune valeur théorique. Rien n'est vrai. Depuis l'hypothèse de la demande effective jusqu'à la nécessité et puis à la fameuse courbe, c'est la seule d'ailleurs, du taux d'intérêt, il n'y a rien qui soit scientifiquement valable dans la théorie de Keynes. Voilà, c'est Alors, tout. je voulais justement, avant de venir sur Keynes, qu'est-ce qui vous a fait, est-ce que, avant de travailler sur Keynes, qu'est-ce qui vous, disons, la culture classique libérale, vous vous êtes inspiré d'où? Enfin, d'où c'est venu? Est-ce que c'est venu de vos lectures, de votre famille? Comment vous Moi, êtes... c'est lui de mon travail de thèse. Je suis. Bon, moi, j'ai eu un premier poste d'assistant alors que j'étais euh, à Alger. L'Algérie était française à l'époque. Et on a créé à ce moment-là les assistants. Et il y allait y avoir des postes d'assistants qui allaient paraître. Et moi, j'avais une préférence pour le droit public. Donc, j'aurais pu devenir administrativiste ou constitutionnaliste, mais il n'y avait pas de place en droit public. À l'inverse, il y avait deux places en économie. Alors, j'ai renoncé au droit public, j'ai fait de l'économie. Mais vous savez, comme disait Hayek, un économiste qui n'est qu'un économiste n'est pas un économiste. Et la véritable économie, ça m'a mené, ou ça m'a accompagné avec mes connaissances
philosophiques, historiques, religieuses, ainsi de suite, qui se sont évidemment nourries avec l'âge. Et je dois dire que je suis presque, je me suis presque cultivé moi-même. Mais j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi d'abord un maître qui a été Claude Zarka, qui est venu de la gauche extrême française, lui aussi partisan de la planification et pratiquement marxiste. Et puis, un beau jour, les Juifs ont été pourchassés par par les communistes polonais. Et nous avons eu à Aix-en-Provence un homme qui a été membre de l'Académie des sciences polonaises et qui est venu. Et ça a fait beaucoup réfléchir Zarka. Et il a compris que c'était le capitalisme et non pas le communisme qu'il fallait évidemment adopter. Et donc, on a fait une thèse contre Keynes, contre sa prétention d'aider au développement, le véritable développement, comme disait Peter Bauer, n'est-ce pas, contre Myrdal, il y avait un homme remarquable qui était Peter Bauer. Et Peter Alors, Bauer, on va poursuivre la réflexion parce que je vais rapidement quand même citer plusieurs de vos livres parce que vous avez, de 1966 à 2022, vous avez quand même commis plusieurs ouvrages très importants. Bon, j'ai parlé, alors on va parler un programme pour un parlement rapidement. Aimez-vous Bastia, je l'ai là, il y a une citation que je vais revenir dessus. Vous avez parlé aussi des retraites, l'analyse scientifique des retraites, ouais, le beaucoup. portrait d'économiste, connaissance du libéralisme, Oui, portrait de philosophe, oui. se passer de l'État, tout ça avec l'IREF, bien sûr. Donc, si les gens, vous voulez trouver ces publications, vous allez sur le site de l'IREF. Comment sauver vos retraites, ça c'est libre-échange. Et on va parler en particulier du vote libéral. Et le dernier, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, mais le vaccin libéral sur lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé sur les trois. Vous allez voir que j'essaie, à travers les livres dont je vais parler, par exemple Philippe Nemo, Alain Laurent, donc vous n'êtes pas seul, mais vous avez été un peu le leader de ce mouvement classique libéral en France, dans l'espace francophone. Alors, pour le programme Parlement en France, édition France Empire, vous commencez à dire, mais on a l'impression que quand même c'était publié en 93, qu'on est dans l'actualité d'aujourd'hui, quoi. Vous commencez votre chapitre en disant 3 millions de chômeurs, la violence au quotidien, les scandales en cascade, la peur des immigrés, les paysages défigurés, les campagnes à l'abandon, le désordre européen, la guerre économique, la guerre tout court. Voilà ce que vivent et sentent les Français aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui encore? Ah ben, bien sûr, mais écoutez, je suis en train de rééditer un manifeste pour l'Europe des libertés que nous avions écrit pour la première fois en 1995 avec mes deux copains qui sont Angelo Petroni, italien, et Baudouin Boucart, qui est flamand. Et on avait rédigé ce manifeste en 20 minutes à peu près pour déplorer les orientations que l'Union européenne était en train de prendre. Eh bien, je suis en train de réécrire le même manifeste. Je n'ai qu'à changer quelques mots. Donc, rien n'a changé depuis que l'Union européenne est devenue celle de Jacques Delors contre l'Union européenne de Margaret Thatcher. Voilà. Alors, dans le chapitre 2, aux électeurs de tous bords, vous dites que les difficultés que vous vivez ne sont pas de nature à s'effacer grâce à la politique, elles sont nées de la politique. Alors là, ça serait important que vous expliquiez pourquoi c'est le politique. Alors on le sait pour ça, on va voir par rapport au droit naturel, la loi, etc. Mais les difficultés que vous vivez ne sont pas de nature à s'effacer grâce à la politique. Expliquez-nous. Ben, écoutez, c'est une, c'est une idée qui est tellement actuelle que j'ai fait un papier avant-hier contre Madame Le Pen, qui a réellement et de manière explicite dit qu'il faut revenir à la politique et restaurer l'État. Eh bien, pour nous, libéraux, c'est évidemment le contraire qu'il faut faire. Il faut se passer de l'État. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de mes ouvrages. Renforcer Voilà. la société civile. Pardon? Renforcer la société civile. À renforcer la société civile. Alors ça, c'est le grand drame français. Il est d'ailleurs très ancien.
très bien expliqué par Jean-Philippe Feldman dans son livre qui s'appelle L'exception française, avec comme sous-titre Histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron. Donc, de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron, entre le roi, ou l'empereur d'ailleurs, et d'un autre côté le peuple, mais il n'y a plus rien. Il- le grand problème du pouvoir central français, ça a été de liquider tout ce qui est corps intermédiaire. Alors, bien sûr, on a liquidé les corporations pour restaurer la liberté du travail euh, dès, dès 1900, dès 1787, 88. Le Chapelier, Pardon, oui, c'est la la loi loi du Le Chapelier. Chapelier. Mais Turgot en avait déjà parlé, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, mais pour le reste, il y a plus rien en France. On a vu, alors, qu'est-ce que c'est que les syndicats de paysans? En réalité, les corps intermédiaires, ce sont les interlocuteurs que l'État se choisit. Voilà. Les syndicats, ils sont rien du tout. Ils ont un pouvoir démesuré simplement parce que ce sont les instruments du pouvoir. Et Subventionnés. aujourd'hui, pardon? Ils sont plus, ils ne vivent pas de la cotisation de leurs membres, mais de la subvention de l'État. Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport Perruchot, qui dénonçait le mode de financement des syndicats français. C'est un pur scandale. Les cotisations représentent moins de 10% de leur budget. Tout le reste, c'est l'État qui paie, c'est-à-dire en fait les contribuables français. Voilà. Je Alors, vous rappelle vous parlez que, dans le chapitre 3, on est toujours dans le livre programme pour un Parlement. Vous parlez dans la suite du chapitre précédent, dépolitiser la France. Et vous dites que, et vous avez abordé le sujet tout à l'heure avec l'Europe de Thatcher et l'Europe de Delors. Bon, ça tombe, enfin, entre guillemets, ça tombe bien parce qu'il en a parlé récemment puisqu'il est décédé là. Mais vous dites que la réduction de la politique des activités passe par des privatisations aussi massives et immédiates que possible. Est-ce qu'elle est là la différence entre justement le modèle Thatcher ou Ronald Reagan et le modèle, disons, interventionniste d'État, quoi? ah oui, bien sûr, euh, la France vit dans le socialisme, dans le jacobinisme, la centralisation, le dirigisme, le planisme depuis des lustres. Ça s'est très aggravé avec l'alliance entre le communisme et le gaullisme. L'alliance de Gaulle et des communistes nous a valu la sécurité sociale, la planification, la nationalisation des finances, etc. On a traîné ça pendant des dizaines d'années. Et c'est toujours dans la mentalité. Il existe toujours une planification à la française. Elle est dirigée par un très grand économiste qui s'appelle M. François Bayrou, qui ne connaît pas l'alpha et l'oméga, et encore pas l'alpha et le bêta de la science économique. Mais Ça, c'est clair. nous avons un ministère qui s'appelle la haute autorité planificatrice et chose innovante, M. Emmanuel Macron a inventé la planification écologique, à laquelle il vient d'ailleurs de renoncer aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas entendu les nouvelles françaises, mais pour acheter la paix française, la paix dans la rue, la paix des 30 heures, eh bien, le gouvernement français vient de dire l'écologie, c'est fini. Voilà. Donc, on libère les paysans français de tout ce que les, les écologistes ont cherché à faire depuis les jachères jusqu'à l'interdiction des bassines, en passant par la, rep- la reforestation de la France, etc., etc. Alors, moi, je rebondis sur ce que vous m'avez dit sur le communisme et De Gaulle, parce que j'ai proposé à Stéphane Courtois, que j'ai reçu dans mon émission pour parler du livre noir de Poutine, mais aussi du livre noir du communisme. Oui, oui. Je lui ai dit que ça serait intéressant d'écrire un livre sur De Gaulle et le communisme, parce que je trouve qu'il y a un point commun entre les monarchistes et les communistes, c'est le mépris du bourgeois. Oui, bien sûr, mais il y a euh, le livre sur les liens entre le communisme et le gaullisme a déjà été écrit. Et le dernier paru, c'est celui de Giraud,
euh, qui est le petit-fils du général Giraud. Le général Giraud, c'était l'ennemi numéro un de Gaulle. C'est le général Giraud qui a fait alliance avec les Américains pour reconquérir à partir du Maghreb la totalité de la Méditerranée, c'est-à-dire ils sont allés ensemble avec des Français. L'armée française était quelque chose comme 150 000 hommes en Algérie, au Maghreb d'ailleurs, parce qu'elle avait au Maroc aussi. Eh bien, ils ont refait la Libye, la Sicile, l'Italie, et ils sont montés jusqu'à Strasbourg. Et les gens ont dit, c'est De Gaulle qui a libéré Paris, alors que De Gaulle est arrivé à pied et que les chars de Paris, c'était les chars, justement, du général Leclerc. Voilà. Cet ouvrage de Giraud? Il s'appelle je vous ai compris, je crois. Je vous ai D'accord. compris. Alors, D'après la fameuse sentence que De Gaulle a prononcée du balcon du gouvernement général lorsqu'il est venu à Alger en juin 1958, je vous ai compris, c'est-à-dire, ouais, vous êtes là, vous voulez l'Algérie française, eh bien, je vais vous donner l'Algérie française. Vous allez vous entendre. On s'entendait d'ailleurs très bien avec la population musulmane. Euh, les Français de souche nord-africaine, comme disait les FSNA, on s'entendait très bien. Moi, j'étais métropolitain à l'origine. Moi, j'ai la double nationalité provençale pied noir. Je suis arrivé provençal à 18 ans à Alger, c'était merveilleux. J'ai eu la même impression que quand je suis arrivé pour la première fois en Amérique, aux États-Unis. Bon. Et adorer adorer les balcons parce que nous, au Québec, il est connu pour vivre le Québec libre. oui, c'est ça, très bien. Oui, 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 alors, Parce que vous dites que oui, c'est important, c'est le rôle de l'école. Vous dites qu'il faut rendre l'initiative aux Français, mais vous dites que ça passe par l'école. Et le problème, c'est que l'éducation, là aussi, une sorte de nationalisation de l'école, il vous dit qu'il faut placer des établissements autonomes et concurrents liés par convention à des collectivités locales ou des entreprises. Là, vous choquez tout le monde parce que même encore aujourd'hui, les liens avec la société civile et le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat est combattu la plupart du temps par le monde intérieur de l'université qui a été noyauté, comme l'a pensé Gramsci, par la gauche et l'extrême gauche qui combat justement le citoyen entrepreneur, quoi. Prescrit avait évidemment euh, révélé quelque chose qui est incontournable. On modifie une société en modifiant sa culture. Et il y a un livre que vous connaissez peut-être. Il est signé de Madame Lisa Kamen. Il s'appelle La Grande Garderie. Et le sous-titre, c'est Comment l'école euh, pourrit la jeunesse. Et elle explique qu'aujourd'hui, dans l'école, l'idéologie, c'est celle de tout remettre en question. C'est le WOC. Le WOC, c'est le programme officiel de l'éducation nationale française. Et ça, c'est l'aspect négatif. Mais soyons positifs. À l'heure actuelle, se créent en France des dizaines, et ce sera bientôt des centaines, d'écoles libres non, sont sans contrat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés avec de l'argent public. Ce sont des établissements que des parents organisent. Et il y a eu récemment un congrès à Lille où il y avait, je crois, presque un millier d'écoles représentées. Et nous sommes persuadés que la privatisation et la concurrence sont la seule façon d'en finir avec le bourrage de crâne, avec réellement l'aliénation dans laquelle on tient les enfants à l'heure actuelle. Alors vous dites qu'il faut passer d'une logique, on va remplacer la logique du service public par une logique de marché, Tout à fait. justement pour être en relation avec la réalité et non Oui. pas l'idéologie. De marché ou de solidarité, vous savez, il y a trois ordres, hein. Il y a l'ordre, euh, il y a l'ordre politique, il y a l'ordre marchand et il y a l'ordre solidaire, c'est-à-dire ce qui se passe dans la famille, dans les cercles d'amis, ainsi de suite. Ça peut être marchand, d'ailleurs, il y a des écoles qui sont marchandes, mais c'est simplement solidaire. Vous qui êtes aux États-Unis, vous savez, pardon,
qui est au Canada. Vous savez qu'en Amérique du Nord, il y a énormément d'écoles familiales, c'est-à-dire la famille, avec les voisins, ils louent les services d'un enseignant, hein, d'un précepteur. Et ça, c'est tout à fait autorisé. C'est ce qui se passait en France, d'ailleurs, du temps de la République des Escartons, qui a été supprimée par la Révolution française en 1790. Le pouvoir jacobin a envoyé à Briançon l'armée pour mettre fin au marché qui faisait que sur la place de Briançon, qui s'appelle d'ailleurs encore la place des Escartons, il y avait un marché où les professeurs de français avaient une plume au chapeau, euh, les mathématiques deux plumes, voilà, et ceux qui pouvaient faire les deux, ils avaient trois plumes. Et chaque village venait choisir son précepteur. Voilà. Une anecdote très originale. Alors, vous dites qu'il faut restaurer l'état de droit, pas d'initiative sans responsabilité, pas de responsabilité sans droit. Trop de droits spéciaux effacent le droit commun, droit du travail, droit des affaires, de l'urbanisme, du foncier, du logement, de l'environnement. Autant de faux droits ignorant la propriété, l'entreprise, le contrat, voire la liberté. Alors, le record, c'est le code foncier. 3 000 pages. Le code foncier, 3 000 pages. Il faisait 300 pages il y a 25 ans. 3 000 pages aujourd'hui. Et le code foncier, c'est la collectivisation de la terre par ce qu'on appelle les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'entreprises rurales. Voilà. Et la SAFER, c'est une affaire d'État qui rachète les terres. Et alors les paysans sont très contents de vendre parce que c'est un bon prix. Moyennant quoi, la SAFER réinvente les, les sovkhozes, n'est-ce pas? C'est-à-dire les fermes collectives avec beaucoup de matériel qui ne sert à rien d'ailleurs, c'est suréquipé, mais là encore, c'est le contribuable qui paye. Donc, pas de souci. Voilà. Les terres françaises sont collectivisées. Nous sommes réellement dans un pays communiste. Et bah, comme au Québec. Alors, choisir la compréhension entre les peuples, vous finissez ce livre qui est vraiment important, puis en fait, vous l'avez constaté, c'est comme on parle de choses d'aujourd'hui, là, en 2024. Hein. Alors, vous dites que la guerre économique est importante parce qu'on a tendance souvent à se replier. On voit bien les agriculteurs, et ils sont tellement pris entre l'enclume européen, mais à la mode de l'or, et puis ou la mondialisation, on va dire ça. Mais j'aimerais justement qu'on affine cette analyse, parce que vous dites que la concurrence est la seule capable de secouer un pays sclérosé, et vous dites qu'en fait, les pensées libérales, moins, en tout cas à l'époque, ça donne des idées plutôt que... Donc c'est à la base aussi de l'innovation et de la remise en cause. Tout à fait. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est la concurrence et la propriété privée. Alors, la concurrence. En France, l'idée que l'on a de la concurrence, c'est que tous les concurrents doivent être égaux. Donc, ça ne veut pas dire égaux au départ. Tout le monde a le droit de s'aligner. Mais il faut qu'ils soient égaux à l'arrivée. Alors, c'est quand même un contresens. Le mot concurrence, ça signifie concours. Et comment vous pouvez imaginer un concours où tous les gens doivent être égaux? Bon, à l'école, tous les enfants, maintenant, n'ont plus de notes. C'est interdit parce que les notes seraient le résultat d'un classement, première idée, et que deuxièmement, le classement serait évidemment favorable aux enfants qui ont des familles riches, parce que tout le monde sait que les riches sont savants et que les pauvres sont ignorants. C'est un mépris complet pour tout ce qu'on peut appeler l'ascenseur social. C'est incroyable. On pense que un enfant qui est né dans un foyer de pauvres va rester pauvre toute sa vie et il sera encore plus pauvre que ses parents et il va laisser des enfants encore plus pauvres que lui, raison pour laquelle il n'en aura pas. Voilà. Et ben, ça, c'est la concurrence. Ils ne savent pas ce que c'est les Français. Ils Ouais. ne savent pas ce que c'est que la concurrence. Toute concurrence qui fait qu'il y ait un meilleur que l'autre, c'est de la concurrence déloyale aux yeux des Français. Pour être loyal, il faut que la concurrence soit égalitaire, n'est-ce pas? C'est le triomphe de l'égalitarisme.
Oui, c'est le lien, c'est la différence entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Exactement, bien sûr, tout à fait. Nous sommes tous égaux en droit. Nous passons... non, je voulais parler du droit de propriété. Parce que tout à l'heure, vous avez fait référence à Bastia. Je crois que celui qui a le plus intelligemment défendu la propriété, c'est Bastia. Parce que Bastia a dit, la propriété, l'homme naît propriétaire. C'est dans sa nature de montrer la différence qu'il a, d'épanouir sa personnalité, et ça va se reconnaître à ses œuvres, à ce qu'il a fait. Et s'il y a propriété collective, plus personne ne peut se sentir responsable ni être l'auteur de quoi que ce soit. Ça se perd dans le collectivisme. Et c'est ça, c'est que... Vous avez... Oui. Je vais juste finir... effectivement, Bastia, vous dites que les droits naturels, c'est liberté, propriété et personnalité. Oui, c'est Locke, ça, oui. Oui, c'est Locke. Quand il définit freedom, freedom, c'est le statut de l'homme libre. Il dit, Locke, il dit, il faut la liberté, la liberté, la vie et la propriété. Ça, c'est le triptyque de... Mais beaucoup mieux que Locke, ce que dit Bastia, c'est que pour reconnaître la personnalité de quelqu'un, il faut qu'il puisse montrer sa capacité. Et sa capacité signifie qu'on puisse identifier ce qu'il a réussi ou peut-être ce qu'il a échoué dans son existence. Voilà. C'est la dignité de l'être humain. C'est pourquoi moi, je ne crois pas seulement au triptyque liberté, responsabilité, propriété. J'ajoute mon carré magique, c'est liberté, responsabilité, propriété, dignité. Alors ça, j'ai une idée de l'être humain qui n'est pas celle des libertariens. D'accord. Bah justement, les libertariens, ils se servent de la liberté pour dire bah, chacun est maître de faire ce qu'il veut. Autrement dit, ils n'ont pas compris que la liberté est un don qui nous est donné pour que nous soyons dignes d'être humains. Alors qu'est-ce que c'est que d'être digne d'être humain? Ben, c'est essentiellement penser aux autres. Et c'est là où on rejoint la philosophie. C'est la dimension sociale. C'est la dimension religieuse. Et religieuse, bon. C'est-à-dire que nous n'existons pas pour nous-mêmes, nous comprenons notre véritable dimension en ayant le soin des autres. On parle toujours de la richesse des nations, c'est un livre qui est nul, qui a même égaré pas mal de gens, à commencer par Ricardo et la suite, et Marx. Le vrai livre d'Adam Smith, c'est la théorie des sentiments moraux, c'est-à-dire l'idée que chacun d'entre nous ne peut pas se satisfaire lui-même et que nous devons comprendre ce que les autres font pour satisfaire nos propres besoins. Pour que j'ai mes besoins satisfaits, il faut que j'aille vers les autres. Il n'y a rien de plus extraverti que le marché. Ce qu'on a considéré comme de l'individualisme n'est en fait que de l'ignorance de l'économie, parce que l'échange est le propre de l'être humain. Comme disait Friedman, on n'a jamais vu des chiens échanger des os. Alors on va creuser, je vous coupe parce que on va creuser, on était donc avec le programme pour un Parlement et là on va rentrer dans le vif du sujet, justement on a commencé bien sûr là. Je me souviens d'ailleurs que programme pour un Parlement, c'était le deuxième, puisque le premier de la série, c'était programme pour un président, qui avait été publié bien avant. Oui, je l'ai cité tout à l'heure, mais... Et il y avait un troisième livre qui, à cette époque, était un pavé chaque fois qu'il paraissait dans la presse, dans la littérature politique, c'était Lettre ouverte à nos dirigeants, qui est une œuvre qui m'a été préfacée par Louis Pauwels à l'époque, puisque j'ai été également très intime avec Louis Pauwels. Oui. Donc, lettre ouverte à nos dirigeants en 1986 et programme pour un président 1988 et tous les deux aux éditions Albatros. Alors là, on va parler du vote libéral en 2016, qui est pareil en 2016, et on va finir ensuite par le vaccin libéral. Parce que là, vous avez justement pourquoi les politiciens font l'impasse de la pensée libérale.
Donc vous posez des questions dans les choix électoraux. Alors vous dites, et c'est pas forcément le cas, vous dites que ça a évolué. Au début, vous dites qu'il y avait des votes par sondage, par région, en fait Oui, quelque part des par votes, appartenance communautaire. des votes sociologiques, je dirais. Hein. Les sociologues adorent ça. Alors, et Comment vous votent dites les protestants, comment votent les catholiques, comment votent les le vote pied musulmans. noir, le vote paysan, le vote C'est ça. corporatiste, mais vous dites que c'est plus le cas et que le plus important, c'est les votes des abstentionnistes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je comprends et je défends les abstentionnistes parce qu'ils n'ont pas en face d'eux d'offres politiques nouvelles. La France est enfermée depuis maintenant un siècle. La France est enfermée dans le socialisme révolutionnaire ou la social-démocratie. Vous voyez le choix qu'on peut avoir. Hein. Ou bien la mort subite de Mitterrand et de Mauroy et de Delors, ou bien la mort lente de Chirac, Sarkozy, que la droite française. J'ai horreur de la droite. Elle a fait autant de mal, sinon plus, que la gauche. Et elle a fait plus de mal parce que elle a pu faire passer un électorat théoriquement de droite des idées qui étaient de gauche. Voilà, c'est tout. Vous faites une analyse sur le vote libéral en France et vous dites que et ça correspond justement à la sortie du livre Alain Madelin aux sources du modèle libéral. Alors, vous y avez écrit plusieurs articles, mais la vitalité de la pensée libérale à la fin de l'Ancien Régime par Jacques Garello, les années de formation de Frédéric Bastiat par Jean-Claude Paul Dejean, les libéraux français et le colonialisme par Guy Millière, le développement économique entre libéralisme et intervention par François Caron. Alors, je vous avais parlé de François Caron, ça a été mon directeur de thèse pour Ah bon. ma thèse en histoire des techniques. Oui. C'était un historien de l'électricité, vous voyez, le chemin de fer. Alors François Caron, en fait, vous l'avez connu, mais ça fait quand même quelques années. Alors ce qui est Non, important, c'est que ce livre a permis à Alain Madelin de se présenter à les élections présidentielles. C'était comme un programme, là encore, en 2002. Et vous avez une analyse assez malheureuse, parce que ça a été la première fois qu'un personnage, Madelin, donc, a eu le courage de se présenter pour devenir président. Alors, on a vu à ce moment-là l'élimination de Lionel Jospin, il y a la percée de Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac qui est donc élu au second tour avec le Front républicain. Mais là, vous parliez de Bayrou, parce qu'on avait prévu pour Alain Madelin, disons, entre 8 à 10% ou 6%. Et en fait, le résultat, c'est qu'il n'y a eu que 3,91%. Il n'a pas pu donc se rembourser les frais de campagne. Et vous dites que c'est une mise au placard définitive de Madelin lui-même, de son parti démocratie libérale et finalement du libéralisme français. Oui, Alain Madelin je pense que Alain Madelin est un bon libéral et un politique exécrable. C'est un bon libéral, il a une connaissance de la pensée libérale qui est assez impressionnante. Je dois dire que c'est une vocation qui lui est venue un peu sur le tard, puisqu'au début, il était quand même plus proche de l'extrême droite. Et Occident, je crois. oui, tout à fait. Mhm. C'est finalement à la LEPS, et notamment avec Guy Lemonnier, qu'il va connaître d'abord Bastia, puisque Lemonnier avait fait connaître cette page extraordinaire de Bastia qui s'appelle Les Sociétés de secours mutuels, page écrite en 1840, où il explique la sécurité sociale en France en 2024. Il dit voilà, les sociétés de secours mutuels, c'est très bien, mais supposons que l'État s'en occupe. Et bien avant qu'on ait pensé à la sécurité sociale, parce que c'est Bismarck qui va lancer ça en Allemagne à la fin du 19e, il décrit comment peu à peu eh ben, l'État non seulement va tout gaspiller, mais surtout va asservir le peuple, n'est-ce pas? Il dit on attendra tout de la volonté d'un préfet. Vous croyez que ce n'est pas vrai aujourd'hui? La sécurité sociale. Moi, je Alors dis, donc, mais vous dites qu'effectivement qu'il a été politiquement nul, enfin pas nul, je ne dis pas le mot nul, oui, mais alors, moi je l'avais rencontré quand il était maire de Redon, oui, mais c'est vrai que parce qu'il était ami avec Jacques Chirac, il n'a pas voulu aller au bout de ses études. On le exactement. compare, on pourrait le comparer à Eric Duhem ici aujourd'hui. Exactement. Là, vous avez parlé de Bayrou.
Bérou, à qui on prêtait 4 ou 5% des mois, on prêtait à l'époque 11 ou 12% à Madeleine. Mais Madeleine, à qui j'ai confié des conseillers extraordinaires, euh, et je lui avais fait, je lui avais fait un état-major qui comprenait des gens comme Gérard Bramoulet, qui nous a quittés récemment, comme Hervé Novelli, comme le chanteur de l'Occident, comment ça s'appelle? Jean-Pax Meffrey. Enfin, il avait des intellectuels libéraux d'une qualité extraordinaire. Et moi-même, j'étais membre de son comité de direction. Nous nous réunissions à Paris tous les mardis. Et un jour, d'ailleurs, je dis, bon, mais ça suffit maintenant, Alain, tu es complètement à côté de la plaque. Il m'a dit, ben, tu as qu'à te présenter, toi, et moi, je ne me présente pas. C'était pas du tout mon but d'être président de la République. Et ça veut dire que il n'a pas écouté ses amis parce qu'il avait peur des journalistes et qu'il avait une conseillère, elle ne faisait pas que le conseiller d'ailleurs, il avait une conseillère qui lui a fait peur. Il fallait que chaque fois qu'il plaise aux journalistes. Alors, si vous avez comme principe de communication d'être bien compris par des communistes de gauche, par des journalistes. Oh, c'est un pléonasme, hein. Communistes ou journalistes de gauche. Eh bien, si vous avez ça, eh ben, plus personne n'y comprend rien. Et personne n'a compris quelque chose à la campagne de Madeleine, alors que Bayrou disait simplement, il n'y avait pas de programme, je suis contre Chirac. Ben, Madeleine n'a jamais trahi Chirac. Ça, il faut lui reconnaître que un jour, il s'est imaginé, quand il a été débarqué par Juppé en 1995, si mes souvenirs sont exacts, C'était un été, il a été ministre juste un été, ouais. voilà. Il y avait quand même 12 ministres et secrétaires d'État libéraux dans le premier gouvernement Juppé. Quand on dit que le libéralisme, ça n'a pas existé en France, oui, ça existait. Ça existait en 86, ça existait en 95, ça existait en 2017 avec un Fillon. Bon, et bon, il n'était pas tout à fait libéral, mais enfin, c'était notre candidat. Bon, donc ça marche le libéralisme, à condition qu'on l'explique comme il faut. Voilà. Alors, vous dites que le choix libéral, donc convaincu de l'efficacité de la liberté économique, bon, et dans notre pays, le libéralisme n'a que très rarement été enseigné et presque jamais appliqué. Le libéralisme est ignoré, donc caricaturé, diabolisé, où on dévie. Alors, vous dites que c'est un système et régime économique, restriction à la libre entreprise, restriction au libre échange, et c'est une sorte, il y a une résistance de ce que vous appelez le capitalisme de connivence. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Le Bon, ben, capitalisme. toute la mondialisation est organisée comme ça, par le capitalisme de connivence, c'est-à-dire l'alliance entre les milieux d'affaires et la classe politique. Les, euh, dans la mondialisation, il y a des gens d'affaires qui ont compris que la concurrence, c'était difficile. Alors, qu'est-ce qui est le contraire de la concurrence? Je dirais même, c'est une évidence, c'est la protection. Donc, obtenons de la part de nos gouvernants une protection au prétexte de souveraineté, par exemple. En ce moment, en France, on ne parle que de souveraineté alimentaire. Il faut que, bon, au prétexte de souveraineté, obtenons qu'on ne puisse pas importer n'importe quoi. Donc, on va pratiquer des tarifs douaniers. Ça, c'est un peu vieux, c'est un peu désuet, c'est trop vite, trop risible. Imposons des normes. Et le grand progrès, ça a été l'apparition des normes écologistes. Hein. Parce que ça, les écologistes, pour inventer des lois et des règlements stupides, c'est quand même les rois. Bon. Et nous, on a les rois des écologistes du monde entier. Bon, Madame Rousseau, qui évidemment fait du genre quelque chose qui est merveilleux et qui définit un homme comme celui qui fait cuire des barbecues. Bon, c'est extraordinaire. Bon. Donc, les normes écologiques et de plus en plus subventions. Hein, je vois qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, on est en train de demander
à l'industrie américaine de rapatrier les produits qui sont fabriqués à l'étranger. Produits américains fabriqués à l'étranger. Ils doivent être produits aux États-Unis. Et vous connaissez bien, puisque vous êtes Canadien, les relations très tendues entre le Canada et les États-Unis. Ça a bagarré même du temps d'Obama. Hein. Voilà. Eh bien, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, crazy capitalism, hein. C'est-à-dire un capitalisme devenu faussé. Alors, je poursuis la réflexion avec vous. Vous parlez à ce moment-là, au-delà de l'économie, c'est important, vous avez commencé à l'aborder sur la dimension sociale, parce qu'on limite toujours la pensée libérale à l'économie, mais vous dites qu'il y a une éthique libérale, le social en contrepoids de l'économie, et le libéralisme philosophique, et libéraux et libertariens. C'est là que vous faites une différence entre les deux, mais j'aimerais quand même vous expliquer en quoi c'est aussi une dimension sociale et pas seulement une dimension économique. Ouais, d'abord, j'aime pas beaucoup le terme social, je suis pas le seul. Hein. Hayek il a écrit un livre entier contre la justice sociale. Le social, ça tourne tout de suite à la redistribution, à l'État-providence, aux privilèges ou à l'absence de privilèges, ou aux privilèges qui s'en vont. Aujourd'hui, pourquoi les paysans, pourquoi les taxis, pourquoi la SNCF, etc., la RATP, euh, des grèves, des manifestations, des taxis, des tracteurs, etc. Pourquoi? Simplement parce que ces gens-là sont arrosés par l'État-providence, donc par la redistribution. Et le social, ça veut dire prendre à ceux qui travaillent et à ceux qui ont créé de la valeur, c'est-à-dire qui ont satisfait les besoins des autres, l'argent qui va aller à des gens qui profitent, au sens négatif du terme, c'est-à-dire des gens qui tirent parti du travail des autres. C'est Jacques Rueff, n'est-ce pas, qui avait rappelé que euh, l'argent, ce n'est jamais que la contrepartie d'une valeur et que distribuer de l'argent sans valeur, c'était évidemment une injustice. Donc, la justice sociale est une injustice. C'est très important. Donc, ne me parlez pas trop de social. Je n'aime réellement pas ce truc. Alors, ne parlons pas. Moi, je parle souvent. Je dis que le marché a pour mission de satisfaire les besoins de la communauté. Alors, la communauté, ça ne veut pas dire le collectif. La communauté, ça veut dire, au point de vue l'ensemble des gens qui vivent, dont il faut connaître la diversité. Donc, le social, c'est la diversité. Alors En que même temps, En même temps, vous disiez tout à l'heure il fallait aller vers les autres. Il y avait une dimension humaniste de satisfaire les besoins des autres, en même oui, temps se satisfaire soi-même. Enfin, pour moi, elle est là la dimension sociale, non? D'après vous? si vous appelez social le fait de se Action. demander qu'est-ce qui ferait plaisir à mon voisin, bah oui, si vous appelez ça social. Mais pourquoi est-ce que vous voulez coller l'étiquette sociale à l'étiquette liberté, à l'étiquette libérale? Je comprends pas. Parce qu'on parle souvent d'individualisme, d'égoïsme, vous savez, ces notions-là, Eh ben, c'est euh, faux. c'est faux. Oui. L'individualisme, ça arrive quand il y a de la planification, parce que là, il va y avoir du marché noir. Là, il va y avoir la victoire des spéculateurs, des tricheurs, des gangsters. Il va y avoir de la drogue. Il va y avoir toutes les saletés qu'une société où on ne veut pas satisfaire les besoins des gens n'est pas là. Voilà. Je reviens sur, justement, vous avez commencé à l'aborder au début de notre entrevue. Vous dites qu'il existe deux grandes familles intellectuelles qui se réclament des idées de la liberté, les libertariens d'un côté et les libéraux classiques. La liberté a-t-elle en soi une valeur intrinsèque? Est-elle un objectif absolu? Et vous dites donc les libertariens, au sens strict, répondent que l'individu est souverain, maître de ses choix et qu'il a donc la liberté de tout faire selon sa volonté. Et Oui. c'est autour de problèmes précis que le débat va naître avec les libéraux. Et vous dites, par exemple, vous citez l'avortement, l'euthanasie, l'école, la famille, les addictions, Milton Friedman, Murray Rothbard. Alors Murray Rothbard, j'ai amené justement un livre qui a été traduit par Murray Rothbard, préface de Frédéric Hayek,
par François Guillaumat, que vous connaissez, je crois. Oui, Économie et charlatan, voilà, donc si vous voulez creuser. Alors, mais ça me paraît important parce que est-ce que cette différence tient vraiment seulement à ces thèmes que vous avez cités ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Vous parliez tout à l'heure de une sorte peut-être une sorte jusqu'au boutisme du libéralisme, enfin de l'individualisme plutôt. alors attendez, oui, Rien est libéral. Ouais. je considère, bon, il y a deux choses. Il y a la philosophie et il y a l'école. Alors la philosophie, je considère que les libertariens euh, euh, donnent à la liberté la possibilité de faire n'importe quoi du moment que c'est leur idée qu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes, hein. Donc, à partir de la propriété d'eux-mêmes, eh bien, ils ont tous les ingrédients pour. Alors, pourquoi? Pour la croissance, pour leur bonheur personnel, je n'en sais rien. Mais ils n'ont pas compris que la liberté était un chemin et non pas un but en soi. D'ailleurs, il faut bien être clair, cette différence était très nette, même au sein de la société du Mont Pèlerin. Il y avait ceux qui étaient euh, absolument libéraux, libertariens, et puis ceux qui étaient libéraux classiques, dont j'étais guidé notamment d'ailleurs par mon grand ami Léonard Liggio, qui est pour beaucoup dans le transport des idées de la liberté en France. Léonard Liggio, d'ailleurs, avait beaucoup travaillé sur les libéraux français, est un spécialiste de Charles Comte et de Dunoyer, et il avait fait beaucoup d'études, et évidemment, il est venu à Aix, et il a été celui qui a amené à Aix les plus grands économistes du monde. On a eu des prix Nobel à Aix. Bon. Alors, Réduire, ah, réduire le libéralisme à la seule défense de la liberté, c'est en fait lui faire perdre la plus noble de ses valeurs, le plus puissant tout de à ses fait. atouts, une conception de l'être humain qui lui confère sa dignité, sa spécificité, sa vocation. C'est sans doute la plus forte des convictions qui anime un libéral classique et qui a inspiré la pensée libérale tout au long de l'histoire. Voilà, ça c'est la vraie tradition de ce que nous appelons l'école autrichienne, c'est-à-dire c'est Karl Menger, je sais pas, cet abruti comment il s'appelle, bon, peu importe. C'est Karl Menger, c'est Mises, c'est Hayek, hein. Et c'est Hayek plus que Mises. Mais Mises avait un petit fond de, de, de néoclassicisme. Il était plus économiste que philosophe. Je pense que Hayek était plus philosophe, plus historien que Mises. Enfin, Mises avait aussi d'éminentes qualités, hein. Alors, ça, c'est la philosophie. La liberté, un but en soi, ou la liberté, un chemin. Ce chemin, vous le prenez ou pas. Votre liberté, elle est totale. Si vous profitez de votre liberté pour vous dégrader, pour vous droguer, pour faire des mauvaises choses, c'est votre choix. Voilà. Et à l'inverse, vous pouvez vous comporter autrement, dans quelque chose qui est conforme à la nature de l'être humain. Le libéralisme est une anthropologie. Je vous rappelle que dans la première encyclique de la doctrine sociale de l'Église catholique, c'est Léon XIII avec De Rerum Novarum, le premier chapitre, l'erreur du socialisme, est consacrée au droit de propriété. L'erreur du socialisme, c'est de nier la propriété privée, parce que la propriété privée fait partie de la nature de l'être humain. Voilà. Appartient. Ça appartient. En Voilà. même temps, je trouve ça Alors après, intéressant. attendez, il y a l'histoire de l'école. C'est que les Rothbardiens ont pris l'habitude de se prendre pour les seigneurs du libéralisme et ils traitent avec beaucoup de mépris les pauvres libéraux classiques que nous sommes. Bon. J'ai eu récemment à me frotter à un monsieur qui faisait l'éloge des libertariens contre les libéraux. Alors non seulement on inscrit la différence d'une manière philosophiquement insuffisante, mais en plus, on nourrit beaucoup de mépris, de recul par rapport à ces pauvres libéraux qui n'ont rien compris. Alors, Auburn
Rothbard et compagnie, c'est une école de gens qui se croient supérieurs aux autres, et je n'aime pas ça. Pour conclure, vous avez écrit en 2022 un livre qui s'appelle donc le vaccin libéral. On a compris que vous avez profité de la pandémie pour faire un jeu de mots et puis Oui, sur le vaccin libéral comme une sorte de solution face à la. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous avez voulu expliquer? Alors, vous parlez du despotisme et du populisme, qui sont disons, les deux côtés d'une même pièce. c'est le Et choix que c'est les Français ont aujourd'hui. Ils ont le choix entre le despotisme, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent depuis des années, la servitude, hein, comment s'appelait la servitude volontaire de M. de la Moëtie, qui avait compris comment, par ses manœuvres, l'État, par les peurs qu'il génère, l'État arrive à asservir, et aussi par les cadeaux qu'il fait, État-providence, et bien voilà. Il n'y a plus personne, il y a l'État d'un côté et le peuple, le bon peuple de l'autre. Vous parlez tout à l'heure de l'absence de corps intermédiaire. Alors ça, c'est un point important, c'est le despotisme. Et là, on y est, hein, on y est en plein. Jamais l'Élysée, même du temps de De Gaulle, je sais si je l'aime pas, mais du temps de De Gaulle, que jamais l'Élysée n'a été aussi puissant, aussi présent. Puis il s'occupe de tout, monsieur. Il s'occupe de tout, de la largeur de mes bretelles. Il vient de publier un, un décret pour savoir comment on répare les braguettes. Et suivant que la braguette fait plus ou moins de 14 centimètres, vous avez droit à vous faire rembourser par la sécurité sociale, parce que maintenant, il y a quand même chez nous la possibilité de faire reprirer, de faire réparer ses souliers, ses pantalons et ses chemises. Parce que ça, il faut le mettre à la portée de tous les Français. c'est un assistanat généralisé, quoi. Ah oui, oui, non, mais non seulement il est généralisé, mais il est approfondi dans un détail qui est impensable, quoi. C'est la dimension de la baguette. C'est Pour conclure, fabuleux, je quoi. voudrais avoir votre avis sur votre action depuis 40-50 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui reste ou qui va peut-être revenir? On le voit Oui, avec oui. J'ai fait un les- très beau graphique. Je vais le refaire, bien sûr, avec plaisir. J'ai, j'ai fait l'historique du libéralisme en France depuis que je, je- je- je me suis engagé dans ce combat. Eh bien, il y a eu beaucoup de victoires. Mais ce qui s'est passé après chaque victoire, c'est que la classe politique, y compris celle des libéraux, a cassé le progrès que nous avions fait dans les esprits. On gagne les élections, on a la majorité ou presque, et c'est terminé. On dit vive Mitterrand. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On a gagné les élections, on a un candidat, on sait qu'il va battre monsieur, on sait qu'il va battre monsieur Macron, et évidemment, la classe politique s'engage pour que M. Fillon soit condamné dans des conditions tout à fait lamentables. Voilà. Donc, je veux dire, chaque fois, la politique a détruit les chances de la liberté. Donc, c'est pourquoi, à la différence de Mme Le Pen, je ne suis pas pour le retour de la politique, je ne suis pas pour la restauration de l'État, je suis au contraire pour que, premièrement, on dépolitise. Il y a un livre merveilleux un article merveilleux de mon ami Lisnard qui s'appelle Dépolitiser l'école. Parce que l'école, chez nous, c'est une entreprise idéologique, eh ben, il faut en finir. Bon. Alors, Merci monsieur Garello. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que vous pouvez vous procurer son dernier livre, Vaccin libéral, aux éditions JDH Éditions. Il y a aussi Le vote libéral, qui est un peu plus ancien, 2016. Vous avez celui-là, mais parmi d'autres, hein, le programme pour un Parlement, qui est vraiment très actuel, comme vous avez pu le voir, hein. Alors, si vous voulez... Oui, moi, oui. euh, je voudrais que les Canadiens qui vous écoutent puissent regarder tous les jours mon site qui est très simple. C'est en minuscule nouvelle
lettres, nouvelle-lettres.com. On ne peut pas faire plus simple. D'accord. Donc là, vous y mettez des articles? Tous les jours. Ouais, parfait. Eh ben, c'est une bonne... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc, nouvelle. Et ceux qui veulent me soutenir peuvent le faire. D'accord. Alors, je voulais citer aussi, parce que donc il y a aux sources du modèle libéral français, dirigé par Alain Madelin, Audition Perrin. Vous avez aussi le livre que vous avez coordonné, donc Aimez-vous Bastia, édition Romilla. Hein, moi, je me suis procuré... Enfin, c'est comme ça que je vous avais rencontré dans un café à l'époque. Il y avait plusieurs tables de différents éditeurs. Enfin, donc, La Constitution de la liberté, qui est très important, un livre majeur, de Frédéric Hayek, traduit par M. Garello, avec la collaboration de M. Audouin et Guy Minière, et Philippe Nemo, qui en a écrit la préface. Alors, Philippe Nemo, j'en ai amené un, j'ai plusieurs livres de lui, mais Histoire du libéralisme en Europe. C'est une somme, vraiment, je vous le conseille. Philippe Nemo a écrit beaucoup de choses. Alain Laurent, La philosophie libérale, qui est aussi un philosophe que j'aimerais interviewer bientôt, la philosophie libérale. Et puis, je ne pouvais pas passer à côté de M. Rothbard, mais ça, c'est... Alors, on connaît ici Maxime Bernier et son bras droit, Martin Mas, qui s'est occupé du Québécois libre pendant plusieurs années, et qui était le seul ou la seule revue libertarienne francophone dans le monde. Alors, si vous voulez creuser, il y a encore les archives du Québécois libre en ligne, mais Murray Rothbard fait partie de cette tendance, comme M. Garello l'a dit, c'est une école, voilà. Donc, économiste et charlatan, donc préface de Frédéric Hayek, est traduit par François Guillaumat, qui est aussi un penseur dans ce domaine-là. Merci beaucoup, M. Garello, ça a été vraiment un honneur de vous rencontrer, mais on va poursuivre s'il y avait l'actualité. C'est mon site, ouais. Alors, rappelez le site, comment vous l'appelez? Nouvelle, trait d'union du 6, là. Nouvelle, trait d'union, lettre. Est-ce que nouvelle prend un S? Non, nouvelle au singulier. D'accord. Lettre au singulier, tout en minuscule, avec le trait d'union entre les deux. .com. .com, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Garello. Merci. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous conseille de creuser Jacques Garello. C'est un homme remarquable. Si vous voulez développer votre connaissance de l'économie, là. Rien inventé. J'ai essayé de traduire ce que les autres m'ont appris. Et ça, c'est très important. On dit que l'enseignement, c'est la transmission du savoir. J'ai transmis un savoir, mais parce qu'un savoir m'a été transmis. D'accord, très bien. On aura compris. Merci beaucoup, M. Garello. Et donc, merci beaucoup, messieurs, dames, et à une prochaine émission.